L'inconscient, je ne puis vous dire si c'est quelque chose de vrai ou de faux. Au reste, il y a réponse à tout, mais je fuis les polémiques. Cette idée de l'inconscient, tant vantée et si bien vendue, je n'en fais rien. Je n'y suis jamais conduit naturellement. Quand j'ai voulu en user, afin de me mettre à la mode, elle n'a rien saisi de l'homme, ni rien éclairé. L'intérieur de l'homme, et ce genre de pensée qui prétend se passer du monde, voilà une fiction de littérateur. Un homme qui ne perçoit point n'est pas livré à ses propres idées. Bien plutôt, il n'a plus d'idées. Il dort. S'il rêve, c'est que l'univers extérieur l'attaque par quelque côté. C'est qu'il commence à percevoir. L'homme pensant, selon moi, c'est l'homme en mouvement. Ce qu'il garde en lui, ce n'est que structure et mouvement. Ce n'est point pensée. Rien ne se conserve moins, rien ne dure moins qu'une pensée. Je comprends bien qu'un homme prétende penser à lui tout seul, et en fermant les yeux, mais jamais je n'en crois rien. L'homme pense d'après son geste. J'entends d'après la disposition et le mouvement de son corps, dans le moment même, et aussi d'après les choses qui agissent maintenant sur lui. S'il ferme d'abord les poings, le voilà en colère. S'il tend la main et sourit, le voilà amical et conciliant. Il aperçoit un fantôme et s'enfuit, comme fit Masséna en trouvant une statue de marbre sur un escalier. Sa perception est d'un homme qui s'enfuit, mal placé alors pour juger du fantôme. La circonstance fait beaucoup, en disposant notre corps. Un escalier invite à la fuite précipitée, et je tiens qu'un homme qui monte a d'autres idées qu'un homme qui descend. Le froid aux pieds change nos rêves. Un chant d'oiseau ou le cri d'un marchand d'habits me jette dans d'autres pensées. Un soldat qui salue respecte. La perruque donne aussitôt le sérieux au magistrat. La coiffure et l'aigrette effacent tout sérieux dans une femme pareille pour le bal. Supposez-lui des cheveux pendants et une robe de chambre. Elle pensera d'autre manière. Et j'ai assez souvent observé comme le premier son de la voix, s'il est mal posé, entraîne l'humeur et même les idées. Toutes ces fantaisies sont neuves en chacun, et toujours neuves. Nul n'a deux fois le même souvenir, quoique chacun y prétende, et nul ne retrouve une brillante idée, s'il ne la fixe par l'écriture. Si vous voulez saisir l'animal pensant dans ses réelles poésies, si souvent imprévisibles, toujours instables, regardez ses mains, regardez ce qu'il fait, s'il est assis ou levé, quel outil il tient, si sa barbe est faite, s'il a un chapeau pointu ou un bonnet de nuit. Mais à quoi sert ce troisième personnage? Quelle est cette ombre qui pense derrière le penseur? Quelle est cette triste figure qui pousse en avant une vieille idée de conserve? Quel est ce souvenir tout fait qui reste dans la coulisse et qui soutient le rôle comme le souffleur soutient l'acteur? Quelle est cette conversation d'invisible? C'est à faire frémir. Maeterlinck, vous abusez. Ce n'est pas un fantôme qui parle derrière ce fauteuil, mais une procession de fantômes. Il y a un inconscient de l'inconscient, mais je me moque d'abord, et l'instant d'après, je m'ennuie d'attendre toujours quelque chose qu'on ne voit jamais. Les héros de Shakespeare sont d'une étoffe plus solide, naïvement formant leur idée dans leur poing, tous dans le moment, tous improvisants, neufs, poètes d'eux-mêmes. Cassius, Hamlet, tirent l'épée, et leur pensée bondit. Othello étend ses puissantes mains, et la certitude s'achève en lui, comme elle se défait dès que l'étreinte se relâche. Mais n'imaginez pas que quelque autre Othello ait parlé à l'oreille d'Othello. C'est Iago qui lui a parlé à l'oreille. Le mort est suffisant en sa puissante structure, et les pensées qu'il forme suffisantes aussi. Souvenir est action, discours, perception. Bref, le dedans de l'homme n'explique jamais rien de ce qu'il dit, ni de ce qu'il fait. Ce qu'exprime le théâtre, qui étale le geste et la situation,
de façon que le mot en résulte. Et la plus belle invention du théâtre, c'est le monologue, où cette découverte de soi se fait par le mouvement. Ainsi, toute l'âme est sous les yeux du spectateur. Il n'est pas besoin de supposer quelque idée sourde qui revient du fond de la nuit. Le monde est assez grand, et l'homme pensant le parcourt, faisant de chaque chose Dieu et destin. Mais qui donc a inventé de loger la pensée de l'homme dans l'homme? Il lève la tête dans la nuit, il voit son étoile, et c'est sa pensée.